16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne. Carrefour, fleuron français, premier employeur privé du pays face à une perspective de rachat par une chaîne canadienne. Est-ce que la ministre du Travail que vous êtes s'inquiète d'éventuelles conséquences sur l'emploi ? Écoutez, moi je pense que c'est important que Carrefour soit préservé dans sa stratégie. Il joue un rôle très important dans notre sécurité alimentaire. Comme vous l'avez dit, c'est le premier employeur français. Moi, j'étais chez eux lundi parce qu'ils s'engagent pour l'emploi des jeunes. Vous voyez, ils vont embaucher cette année 15 000 jeunes. Donc, que la stratégie de Carrefour soit pas remise en cause par un nouvel actionnaire, ça me semble effectivement très important. Mais vous iriez jusqu'à dire qu'il en va de notre sécurité alimentaire, que c'est même une question de souveraineté dans ce domaine-là ? Mais je pense que la stratégie de Carrefour, qui est de faire travailler les producteurs locaux, les agriculteurs locaux, c'est effectivement quelque chose dont on a pu voir que c'était important dans la crise sanitaire, d'avoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées. Ça aussi, c'est très important. Donc, vous y êtes opposé, hein ? Moi, je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas effectivement de remise en cause de l'actionnariat actuel de Carrefour et qu'il puisse poursuivre sa stratégie. Donc, opposé à cette perspective de rachat. Donc, opposé à un rachat. Clairement. Madame la ministre du Travail, quelles sont les perspectives plus largement sur le marché du travail ? La Banque de France parle d'un taux de chômage qui pourrait remonter à 11% pour ce premier semestre 2021. Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, les conséquences de la crise sur l'emploi ont pu être relativement contenues grâce à toutes les mesures d'urgence qu'on a mis en place. Vous vous souvenez qu'au premier confinement, on avait eu une augmentation très forte du chômage, oui, avec plus d'1 million de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité supplémentaire, surtout parce qu'il y avait eu une disparition des contrats courts, des missions d'intérim, parce que dans le même temps, l'activité partielle avait permis de protéger 9 millions de salariés. L'activité était à l'arrêt pour beaucoup d'entreprises, et ils avaient pu garder leurs salariés parce que l'État avait pris en charge la rémunération de près de 9 millions de Français. Cet amortisseur va se poursuivre, évidemment. Cet amortisseur, il va se poursuivre. Donc vous avez vu qu'avec le rebond de notre économie cet été, on a pu réduire cette hausse du chômage. On avait 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires à l'automne. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est la situation pour les jeunes. On va en parler. Vous savez que dans ces crises, en général, ils en sont les premières victimes. Mais précisément, juste sur la prise en charge de l'activité partielle dans les secteurs en grande souffrance, vous la prolongez jusqu'au 1er mars. En réalité, il n'y a plus de date, c'est tant que durera la crise. Alors c'est très clair. Moi, je veux vraiment que les entreprises soient rassurées, en particulier celles qui sont fermées, qui ont des contraintes liées à la situation sanitaire. Pour toutes les entreprises fermées, totalement ou partiellement, on prendra en charge à 100% l'activité partielle tant que la crise durera. Peut-être jusqu'à septembre. Hein. Hier, j'entendais le président du conseil scientifique qui dit peut-être jusqu'à septembre pour voir la sortie du tunnel. Donc, vous n'avez pas de date butoir. Sur les activités qui sont pénalisées par la crise, qui sont fermées totalement, partiellement ou qui n'arrivent pas à redémarrer, qui ne sont pas forcément fermées comme l'hôtellerie et l'événementiel, on les protégera le temps qu'il faudra. D'ailleurs, probablement que ce soir, Madame la Ministre, pour éviter justement des cascades de faillite pour ces cafés, restaurants et l'événementiel, vous allez augmenter les aides du Fonds de solidarité. On parle du relèvement du plafond, de la couverture de frais fixes. Le Premier ministre annoncera les mesures ce soir. En tout cas, moi, je peux vous assurer que sur l'activité partielle, c'est un dispositif qui a été très efficace pour protéger des millions d'emplois et il faut le maintenir pour les secteurs qui sont en difficulté tout le temps que ce sera nécessaire. Les jeunes en grande souffrance psychologique, économique évidemment. Et est-ce que vous nous confirmez ce matin que chaque jeune éloigné de l'emploi pourra bénéficier, Madame la Ministre, d'un accompagnement vers l'emploi et d'une rémunération de 500 € par mois ? Alors, d'une part, on s'est vraiment mobilisé dans le plan Un jeune, une solution qu'on a présenté dès juillet. D'abord pour limiter la hausse du chômage des jeunes. Et vous savez que les primes qu'on a mis en place ont très bien fonctionné, puisqu'on a eu plus d'1 million d'embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI entre le mois d'août et le mois de novembre. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE et de PME qui se plaignent de n'avoir rien reçu. C'est très dommageable pour leur situation financière. C'est peut-être le revers du succès de la prime à l'embauche. Je ne veux pas que les entreprises croient qu'on ne verse pas les aides. Elles sont versées. Il fallait accélérer. C'est ce qu'on est en train de faire. On a reçu effectivement, notamment sur l'apprentissage, beaucoup de dossiers dans un temps très court. 350 000 qui avaient été reçus à la fin de l'année. On en a payé un tiers
Et moi, je prends l'engagement que tous les dossiers soient réglés avant le 5 février. J'attire l'attention des chefs d'entreprise sur le fait qu'il faut qu'ils nous mettent leur relevé d'identité bancaire. Vous savez, on a eu 60 000 dossiers où il n'y avait pas de relevé d'identité bancaire. Avec Donc on va dossier. faire vraiment, d'ici le 5 février, dès lors qu'on nous donne un relevé d'identité bancaire, on réglera tous les dossiers. J'attire votre attention, Elisabeth Borne, sur la situation d'un apprenti dont le patron, qui est boulanger à Besançon, est en grève de la faim depuis 10 jours. Il proteste contre l'expulsion de son employé guinéen. Cet apprenti, Madame la Ministre, il a été pris en charge en tant que mineur isolé. Et maintenant, il va être expulsé. Un patron qui met quand même en danger sa vie pour son apprenti, il faut réagir, il faut agir. Moi, je comprends l'émotion que suscite cette situation. La règle, c'est effectivement que normalement, quand un mineur est accueilli en France, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il doit recevoir une formation comme tout le monde. Quand ça s'est bien passé, au bout de 2 ans, il peut continuer à travailler. Là, on a un cas particulier, on a des doutes sur les déclarations que le jeune a pu faire, donc il y a une procédure judiciaire, moi je ne vais pas me prononcer dessus. Mais enfin, il y a une situation humaine également, quand vous voyez un employeur qui s'investit ainsi pour son employé, je suppose qu'au-delà des règles, évidemment, qui s'imposent, il y a aussi une prise en compte de ces situations. Voilà, il y a une procédure judiciaire. Moi, je suis vraiment aussi bien sensible, évidemment, à l'émotion que ça suscite. Et je vous dis, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, quand un jeune mineur arrive en France, qui fait une formation, que ça se passe bien, alors il peut continuer à travailler en France. Alors, le gouvernement, Elisabeth Borne, s'est réuni hier, évidemment, vous également, en séminaire pour évoquer les éventuelles réformes à venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'économie qui estime que la réforme des retraites est prioritaire pour rembourser la dette du Covid ? Écoutez, moi je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites, mais la priorité absolue, c'est de surmonter la crise. Et donc aujourd'hui, ce dont on discute avec les partenaires sociaux, et on a besoin d'un dialogue social apaisé, c'est de tous les outils qui vont nous permettre de surmonter la crise. On a parlé de l'activité partielle, oui, bien sûr. L'activité partielle de longue durée. C'était pas ma question, Elisabeth Borne. On invente des dispositifs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la priorité, c'est bien celle-là. D'accord, mais est-ce que cette réforme de retraite peut être une solution, l'une des pistes pour rembourser la dette du Covid ? La réforme des retraites qui a été portée par le président de la République dans sa campagne, c'est une réforme qui doit permettre d'avoir plus de justice, plus de lisibilité. Et donc c'est sur cet objectif que, le cas échéant, en fonction de la situation économique, sociale, sanitaire, je pourrais reprendre des discussions avec les partenaires sociaux. C'est une réforme qui doit se faire dans la concertation. Mais je note que vous n'allez pas sur cet aspect budgétaire et financier comme le ministre de l'économie. Écoutez quand même l'avertissement de Laurent Berger il y a quelques semaines à notre micro, le leader de la CFDT. Si, comme c'était plutôt l'orientation prise par Monsieur le maire, c'est une question de réforme financière des retraites, la réponse est non pour la CFDT. Donc aucun projet de réforme de retraite sur la table. Oui, d'ici la présidentielle, soyons clairs, il n'y a pas de possibilité, sauf à vouloir une explosion sociale. Une explosion sociale ? Vous êtes prêt à prendre ce risque ? Moi je dis qu'on a besoin de mener toutes les réformes qu'on est en train de mener pour protéger l'emploi des Français, pour surmonter la crise. On a une réforme de l'assurance chômage. On va en parler. Moi, je souhaite qu'on aille au bout de cette réforme. Mais un risque d'explosion sociale, vous dit quand même un leader syndical qui est plutôt dans le dialogue et la construction. Enfin, vraiment, moi, ma philosophie, c'est que les bonnes réformes, elles se mènent avec les partenaires sociaux dans le dialogue social. C'est ce qu'on a fait pour surmonter la crise. C'est ce que je veux faire sur la réforme de l'assurance chômage. Il faut qu'on aille au bout de cette réforme. Elle est indispensable, celle-ci aussi ? Écoutez, la réforme de l'assurance chômage, elle est très importante parce qu'elle doit permettre de lutter contre la précarité en dissuadant le recours à des contrats courts, le recours abusif à des contrats courts. C'est le système de bonus-malus que l'on veut mettre en place. Et puis c'est aussi une réforme pour plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous travaillez à mi-temps tous les jours, ou à temps plein un jour sur 2, à la fin vous avez travaillé le même nombre d'heures, vous n'avez pas du tout la même allocation chômage. Je suis étonnée, vous dites plus d'équité, Madame la Ministre. Pourtant, en novembre, le Conseil d'État a déclaré que le nouveau mode de calcul de l'indemnisation pouvait porter atteinte au principe même d'égalité entre allocataires. C'est pour ça qu'on a une concertation avec les partenaires sociaux pour regarder comment on porte cet objectif. Moi, je vous dis, pourquoi les allocations ne sont pas du tout les mêmes quand vous avez travaillé le même nombre d'heures. Mais on tiendra naturellement compte des observations du Conseil d'État, la concertation, la prise en compte des observations du Conseil d'État pour arriver à aboutir sur cette réforme de l'assurance chômage. Allez-vous tenir compte des observations du Conseil d'analyse économique, qui, je le rappelle à nos auditeurs, est un think tank rattaché à Matignon qui vient de publier une note pour le moins explosive proposant d'institutionnaliser la reprise en main du régime par l'État et donc
En bref, de faire fi des partenaires sociaux. Écoutez, c'est un groupe d'experts qui a effectivement présenté une analyse. Moi, je suis convaincu que les partenaires sociaux ont un rôle très important à jouer dans l'assurance chômage. Donc, c'est pas un ballon d'essai, cette proposition ? C'est un avis qui n'engage qu'eux. Quand même, ils disent qu'il faut moduler les indemnités en fonction de la croissance, de la situation économique. C'est-à-dire qu'on module, en gros, la générosité de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Ce n'est pas rien. Écoutez, je pense que ça peut être une bonne idée, dont il faut qu'on discute avec les partenaires sociaux, d'avoir des règles plus protectrices quand la situation du marché du travail est plus difficile. Ça, sur ce point-là, je pense que c'est quelque chose dont on peut débattre avec les partenaires sociaux. Est-ce que ces deux réformes, à la fois retraite et assurance chômage, seront menées avant la fin du quinquennat ? Je vous dis, la réforme de l'assurance chômage, on a eu beaucoup de concertations avec les organisations patronales et syndicales, et moi je souhaite reprendre les discussions avant la fin du mois. S'agissant de la réforme des retraites, je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites, mais elle doit se faire dans un dialogue social et on verra quelle est la situation économique, sociale, sanitaire dans les prochains mois. Donc peut-être à l'avant. Vous n'excluez pas que ce soit fait avant la fin du quinquennat ? Je pense que si le contexte le permet, moi ma volonté c'est de pouvoir reprendre des discussions quand le contexte le permettra avec les partenaires sociaux. Eh bien, on verra tout cela. En tous les cas, peut-être la reprise de ces réformes. Merci Elisabeth Borne d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Ainsi qu'à nos auditeurs.